Ah ben là, oubliez ça, l'apaisement en Iran, c'est terminé. On a eu quelques jours de pause, mais là, voilà qu'on est reparti pour une escalade. Le président Trump, d'ailleurs, a durci le ton hier, menaçant de frappes beaucoup plus violentes en Iran. Georges Mercier est analyste doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut, Georges. Salut Alex. Bon, résume-nous un peu les dernières heures. Est-ce que les Américains ont livré les menaces qu'ils ont lancées face aux Iraniens? C'est difficile à évaluer. Bon, si on fait la petite histoire, dans les derniers jours, on avait une pause. Hier, on apprenait que les Iraniens avaient tenté une attaque surprise sur une base américaine en Jordanie. Et là, Donald Trump parle à Fox News et dit, je le cite, on va leur foutre une sacrée raclée. Bon, en anglais, c'est encore pire que ça. Donc, on s'attendait à une riposte d'importance. Là, ce qu'on annonce ce matin ou ce qu'on découvre ce matin, ce n'est pas une riposte d'importance nécessairement. On s'est encore contenté de faire ce qu'on faisait depuis plusieurs semaines déjà, à savoir frapper des cibles militaires. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'armée américaine précise, puis elle prend la peine de préciser, qu'on s'attaque à des installations qui appartiennent aux gardiens de la Révolution. Bon, les gardiens de la Révolution, c'est le bras armé idéologique du régime iranien. Il est aussi peuplé de gens qui sont plus extrémistes, d'une certaine manière, qui ne veulent rien céder par rapport aux Américains, que les Iraniens avec lesquels les États-Unis négocient en général, comme par exemple le ministre des Affaires étrangères ou M. Galibaf, le président du Parlement. Si les Américains s'attaquent aux gardiens de la Révolution, c'était qu'ils commencent à comprendre qu'en Iran, le pouvoir, il n'est pas consolidé, qu'il y a différentes factions au sein du régime et qu'il faut peut-être appuyer sur une faction plutôt que sur une autre, parce que c'est celle-ci qui refuse de faire des concessions, qui maintient coûte que coûte qu'il faut maintenir le contrôle du détroit de Hormuz et qui, contrairement à Mark Carney, parce que j'ai bien aimé ce que tu dis, Alexandre, refuse de se mettre à genoux devant les États-Unis. Ouais, parce que dans ce cas-ci, puisque tu m'ouvres la porte sur Mark Carney, honnêtement, Georges, je suis à chaque semaine, là, à chaque fois, je me dis, bon, là, ça suffit, là, on va arrêter de reculer contre les États-Unis. Là, je peux pas croire qu'on va encore une fois faire une concession, faire une genoux-flexion, là, faire la grande référence devant le bon Donald. Ben non, on recule. Sincèrement, Georges, je la comprends pas, cette stratégie-là. Non, mais attends, on peut faire un parallèle avec le conflit en Iran, parce que dès que le Canada fait une concession, ça invite plus d'agression de la part des Américains. Et du côté des Iraniens, on a cette peur-là, où si on ouvre une brèche, si on commence à donner un fil ou 1 centimètre de lousse aux Américains, ils vont entrer dans cette brèche-là et ils vont demander des choses de plus en plus importantes que le régime iranien ne veut pas donner. Donc, de ce côté, à ce niveau-là, là, au niveau du contrôle d'Ormuz, ce fameux détroit stratégique, les Iraniens ne lâchent rien. Et ce qu'on apprenait, c'est qu'il y avait eu des négociations cette semaine avec Oman, le pays qui est de l'autre côté du détroit, où Oman avait proposé qu'on divise le contrôle 50-50 et qu'on charge des frais optionnels. Ce qui aurait déjà été une victoire pour le régime iranien. Pour autant, ils ont refusé parce que vraiment, là, en Iran, vous avez des gens qui tiennent coûte que coûte à maintenir le contrôle de ce détroit-là. Et là, ce qui est fascinant dans les derniers jours, c'est que le conflit s'internationalise de plus en plus. On rapportait hier une attaque sur des navires en Égypte. Bon, l'Égypte n'avait pas été impliquée depuis le départ du conflit. Il y a eu ces frappes États-Unis, Arabie Saoudite, en Irak. Bon, il y a des problèmes en Jordanie, au Yémen. Donc, un conflit qui était au départ assez limité. Israël, États-Unis, Iran, avec des frappes sur les pays du Golfe. Eh bien, il commence à embraser toute la région. Et ça, c'est paradoxal parce que ça se trouve à un moment où le président américain, lui, il veut s'en sortir. Il voulait limiter les conséquences. Là, ce qu'on voit, c'est littéralement une explosion des conséquences et des ramifications. Ouais. Parlons un peu de Cuba, Georges, parce que le président l'avait dit aussi. Là, en revenant de l'Iran, on va peut-être faire un petit crochet par Cuba. Finalement, il est empêtré en Iran, oubliez ça, le petit crochet à Cuba. Il fut un temps, puis moi, je garde de très beaux souvenirs de Cuba. Je suis allé là-bas en vacances très souvent. Je n'y suis plus allé dans les dernières années pour des raisons évidentes. Sur le plan humanitaire, là, c'est une crise extrêmement difficile, mais là, le gouvernement vient d'officialiser certaines mesures pour libéraliser un peu plus l'économie de l'île. Ouais, et ça, c'est intéressant. On revient à l'idée de concession, finalement. Puis les Américains ne sont pas seulement occupés par la situation en Iran, ils cherchent aussi, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, à consolider leur mainmise sur les Amériques, essentiellement. Et il y a un problème pour les Américains dans les Amériques, c'est Cuba, qui est quand même gouverné par un gouvernement communiste. Et donc, on fait pression, et pression de manière maximale en ce moment. On a un blocus à peu près complet des imports d'énergie à Cuba, ce qui mène à des pannes de courant, à des problèmes dans les hôpitaux. Au niveau de l'inflation, c'est très sérieux. Au niveau des biens essentiels, c'est très sérieux. Et là, ce que le gouvernement cubain vient d'officialiser hier, c'est une libéralisation du marché. Il y a des biens qu'on ne pouvait pas importer de manière privée par le passé, qui vont pouvoir être importés par des compagnies privées, notamment des médicaments.
La question que ça pose ici, c'est on fait clairement ça pour répondre à l'agression ou à la pression américaine. Est-ce que les Américains y voient un signe d'ouverture, comme quoi les Cubains seraient de bonne foi puis ils accepteraient de faire des réformes, ou au contraire, ils se disent, ah voilà, notre solution fonctionne contre les Cubains. Donc, on va continuer la stratégie de pression maximale pour les contraindre à faire encore plus de concessions. Parce que ce qu'on cherche du côté américain, c'est pas très clair, on ne nous l'a pas dit exactement, mais ce sont des changements fondamentaux. Les changements fondamentaux à Cuba, ça voudrait dire peut-être un autre gouvernement, mais surtout une économie cubaine ouverte qui pourrait refaire de Cuba ce que ça a été avant la Révolution, à savoir un terrain de jeu pour les intérêts financiers américains. Ouais. Est-ce que, Georges, étant donné que c'est plus difficile à l'international pour Trump et son administration, est-ce qu'il a un peu de répit sur le plan économique, là, à l'intérieur même de son pays? On a vu, entre autres, la Réserve fédérale qui maintient ses taux dans la même fourchette. Mais pourtant, c'est un peu particulier parce que sous Jerome Powell, qui avait surnommé Too Late Powell, parce que Trump voulait une baisse de taux, réclamait une baisse de taux, et là, M. Powell tardait à lui accorder. Là, il y a eu un changement de garde. Finalement, c'est du pareil au même. On ne bouge pas plus les taux dans l'économie actuelle. En fait, les taux restent inchangés. Donc, Kevin Warsh donne une petite victoire à Donald Trump parce qu'au moins, il n'a pas à se présenter jusqu'à maintenant face aux électeurs avec des taux d'intérêt plus importants. Mais c'est une victoire qui est paradoxale parce que la Maison-Blanche actuelle, elle a été très sensible au marché obligataire. Et là, la réaction du marché obligataire, qui détermine essentiellement combien ça coûte à l'État américain de s'endetter, elle a été négative au fait de garder les taux d'intérêt fixes parce qu'on a des craintes pour l'inflation à long terme. Et là, par exemple, les taux d'intérêt demandés pour les obligations de 10 ans ou de 30 ans ont augmenté, ce qui met de la pression sur la Maison-Blanche. Et on sait que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, est très sensible à ce genre de choses-là. Donc, on a une situation difficile où si la Réserve fédérale ne durcit pas ses taux d'intérêt, le coût le prix des taux d'intérêt sur les obligations vont augmenter. Ça va coûter plus cher à l'État américain de s'endetter. Et on sait que la dette américaine, elle est gigantissime. Au même moment, Donald Trump, lui, ce qu'il voudrait, c'est des taux d'intérêt à zéro, essentiellement, parce qu'il veut turbo-charger l'économie. Donc, c'est une victoire paradoxale pour le président. On gagne d'un côté, mais on subit d'autres contraintes de l'autre. Et avec la guerre en Iran, qui est pas prête de s'arrêter, finalement, les pressions inflationnistes, notamment au niveau du prix du pétrole, elles vont augmenter. Oui, et les marchés boursiers ont quand même très mal réagi hier. Là. Ça a été une autre journée extrêmement difficile. Le Dow Jones a pris toute une débarque, là. Moins 2%. Le S&P 500, moins 1,5%. Le Nasdaq, moins 1,7%. Alors, on est vraiment là, c'est une semaine, une journée très difficile sur les marchés boursiers. Hey, merci, Georges. Bonne journée, Alex.